Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Bellorini et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast qui a pour objectif de vous projeter dans votre future carrière professionnelle en découvrant le parcours et l'histoire d'étudiants diplômés du master que vous réalisez. Bonjour Vincent, merci du coup d'intervenir dans ce podcast. On va revenir un petit peu sur ton parcours universitaire. Qu'est-ce qui t'a amené jusque dans ce master que tu as réalisé? Après, on va évidemment discuter un petit peu de ce que tu as pensé de la formation, les points qui t'ont paru intéressants, ceux où éventuellement tu penses que ça pourrait être amélioré. Et après, on discutera un petit peu de tout ton parcours post-master jusqu'à ton métier actuel que tu pourras développer un petit peu sur les différentes missions que tu réalises. Voilà, je vais Ok. te laisser donc te présenter et présenter ton parcours universitaire. Ok. Du coup, Vincent Dufour. À l'heure actuelle, j'ai 34 ans, donc le master, il date un petit peu maintenant. J'ai toujours un profil un peu scientifique, mais un peu en dents de scie, en fait. Si on remonte jusqu'au bac, moi, j'ai fait un bac S. J'étais une catastrophe ambulante. Vraiment cata. Pas du tout adapté au système. Et en fait, j'ai commencé mes études supérieures par un IUT, justement pour avoir quelque chose de très appliqué, de très pratique. Et donc, j'ai fait un IUT en environnement à Perpignan, qui a duré 2 ans du coup, et qui était déjà axé sur l'environnement, mais qui du coup était très axé physique-chimie, électricité, énergie renouvelable, traitement des déchets, quelque chose voilà de très appliqué, pédologie aussi. Ça avait le mérite d'être une formation méga transverse. Ça me plaisait beaucoup, très technique, beaucoup d'expé, beaucoup de mise en pratique, et ça a été le premier vrai pas au niveau environnement, parce qu'avant ça c'était ça, j'avais jamais vraiment touché ça. Donc vraiment, ça a été, pour le coup, l'IUT était une super bonne expérience à ce niveau-là et ça m'a donné en fait l'envie de continuer dans toute la dynamique contaminant et impact environnementaux. Sauf que vu mon parcours en fait, il manquait beaucoup d'approches biologiques pour tout ce qui était impact notamment. Et donc ça m'a guidé vers une licence 3 à Clermont-Ferrand pendant un an en physiologie végétale, animale et humaine. Ouais. Et donc au cours de laquelle en fait j'ai bouffé de la génétique, j'ai bouffé de la physio, j'ai bouffé de l'immuno. Hein, j'ai vraiment pu refaire un bagage de connaissances fortes au niveau physiologique, qui était vraiment la passerelle qui me manquait. Et suite à ça, ouverture du master EXCE pour le coup sur Bordeaux, qui était je crois un des premiers masters à proposer cette approche environnementale et écotoxicologique, donc vraiment cumuler chimie biologie sur une même formation et qui était vraiment un truc super intéressant pour moi. Enfin, vraiment, quand... De toute façon, une fois que j'ai touché cette fibre, j'ai compris que c'était ça qui m'intéressait. Bref, j'avais beaucoup d'intérêt pour ça. Et en fait, ce master-là, il m'a guidé pendant 2 ans. Et ça a débouché au final sur une thèse, quoi. Puisque maintenant, je suis docteur en chimie de l'environnement. Alors qu'à la base, voilà, j'ai un profil qui est très appliqué, très théorique, pas très théorique justement, qui est très technique et très axé traitement des déchets. Et au final, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus chimique. Et c'est grâce au master, en fait, que j'ai pu faire ce truc-là. Moi, le master, il m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, il m'a permis vraiment de toucher la chimie analytique. Ce qui est mon cœur de métier maintenant, c'était absolument pas dans mes projections à l'époque. Et en fait, ça m'a permis vraiment, le fait que moi j'ai un parcours qui est très biologie au final. Donc j'ai commencé vraiment, c'était élec, traitement des déchets, etc. J'ai une grosse base physiologie génétique et bio de façon générique, biomol, très bien. Mais grâce au master, j'ai pu toucher la chimie. Et en fait, ce truc-là, il est génial. Parce que vraiment, sans ça, je faisais pas de thèse. Et mieux que ça, à l'heure actuelle, le master, et donc il m'a maintenu les compétences bio, etc. Il m'a permis d'être très transverse en fait dans mes approches. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je peux discuter avec des mecs qui font de la microbio, et c'est mon équipe actuelle qui fait de la microbio dans les sols et les sous-sols. Mais en fait, ils me perdent pas. Leur jargon, leur langage technique, c'est le mien. Parce qu'en fait, grâce au master, j'ai la capacité d'être transverse. Donc en fait, l'interaction avec des équipes de recherche qui travaillent sur des choses différentes ou avec des spécialités qui sont pas du tout la mienne, eh ben, ça se fait plus facilement. Ça se fait beaucoup plus facilement. Et ça, c'est pour le coup une grosse force parce que c'est le premier facteur de quiproquo quand on a des projets transverses et qu'on a des équipes de recherche qui font des choses différentes, pardon. C'est le premier facteur j'allais dire d'embrouille, mais c'est pas d'embrouille, mais de désaccord ou de difficulté en fait. Ça devient des sujets très épineux parce que les mêmes choses, on les appelle pas pareil.
où on va appeler pareil des choses très différentes. D'avoir une vision aussi qui permet d'intégrer les contraintes d'autres thématiques de travail, eh bien ça facilite aussi ces échanges-là, ça facilite la construction de projets. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont données par le fait que j'ai eu accès à des formations transverses et ça c'est top. Faut pas sous-estimer de ces aspects-là. Ce qui m'a pas empêché au final de développer une spécialisation parce que enfin, en étant docteur, je suis ultra spécialisé du coup, théoriquement, dans la chimie analytique et dans des approches de chimie qui sont pour le coup très pointues sur ces aspects-là. Il y a cette double casquette en fait qui est pour moi très intéressante. Euh, donc voilà. Je rebondis un petit peu sur ta deuxième question qui était les retours positifs et négatifs. Très franchement, des formations différentes, du coup, tu as compris que j'en ai traversé pas mal. IUT, expérience incroyable. Licence, c'était incroyable. Master, pour le coup, j'ai rien à reprocher à cette formation parce que la dynamique interne avec les enseignants, elle était incroyable. On s'est fait vraiment... Enfin, moi, j'en garde que des super bons souvenirs. Il y avait une vraie dynamique qui se créait. On avait on avait des enseignants qui étaient super... proche de nous, en fait, on pouvait créer du contact et de l'échange très facilement. Et ça, c'était vraiment top. Le bagage chimique que j'avais absolument pas pour le coup, enfin, que j'avais absolument pas. J'en avais un petit peu par mon UT, mais après, je l'ai complètement lâché. Et en fait, j'ai pu le récupérer en master parce qu'en fait, il y a eu une mise à niveau. Et ça, pour le coup, c'était fondamental parce que vraiment, moi, maintenant, ce que je t'ai dit, je suis docteur en chimie analytique. Si cette passerelle-là, je ne l'avais pas eue, j'aurais pas mon doctorat. Donc clairement, enfin voilà, je veux dire, on a eu un gros bagage dessus et moi ça m'a beaucoup aidé. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, mes notes depuis, elles ont fait que monter en fait. Elles ont fait que monter au cours du master parce que, enfin, je sais pas, c'était super intéressant, c'était super. On était assez impliqués. Il y a à la fois, enfin, on avait la chance d'avoir des cours généraux où on n'était pas une promo gigantesque, donc il y avait toujours de l'interaction qui se créait. On avait des TD aussi qui marchaient super bien. Alors je sais pas comment c'est maintenant, mais moi en tout cas à l'époque c'était très cool. On avait des TD où on avait de la mise en application et vraiment, enfin, moi je vois mes notes, elles ont fait que monter au cours des 2 années, quoi. J'ai commencé, j'étais bas, hein, je t'ai dit, j'étais pas bon, hein. J'ai commencé, j'étais pas bon dans ce que je faisais, enfin, ça me plaisait pas, j'avais un peu reculons, même si ça m'intéressait. Et clairement, ça m'a déverrouillé un truc, et donc, voilà. Donc non, non, moi, ce master-là, j'en suis vraiment super content. On avait quand même pas mal de stages aussi à faire. En applicatif, purée, ben si, j'ai fait 2 stages avec celle qui allait devenir ma future directrice de thèse, Hélène Bedinski, donc qui bosse qui bosse sur l'université de Bordeaux. Et vraiment, quoi, moi, ça m'a ouvert à la chimie analytique fort fort, qui est une discipline que maintenant j'adore. Et est-ce que tu peux nous parler de tes thématiques de stage en Master 1 et Master 2? Alors, ça a toujours été axé sur la même chose. J'ai eu la chance de découvrir, du coup, des approches analytiques qui sont basées sur de la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem et qui est pour la caractérisation des contaminants organiques présents dans l'environnement de façon générale. Donc c'était très appliqué sur de la contamination dissous à l'époque, pesticides, premier master, ouais, master 1 c'était ça, c'était pesticides. Et c'était en lien avec de l'échantillonnage passif. Donc ça, après, je sais pas si ça parle, mais en gros, les échantillonneurs passifs, c'est des outils que tu vas placer dans l'environnement et qui vont accumuler la contamination de façon complètement autonome, sans apport énergétique, qui vont te permettre d'accumuler ces contaminants-là sur une durée. Donc en général, c'est 15 jours, 20 jours, un mois, ça dépend de tes milieux, de ton outil, etc. Il y a plein de variables. Et l'intérêt, en fait, de cette chose-là, elle est double. La première, c'est que du coup, en général, on est sur des contaminants organiques qui vont être présents à l'état de trace dans l'environnement. On va pouvoir accumuler les contaminants sur la durée, donc travailler sur des quantités plus importantes. On va baisser nos limites de quantification. Et ça, c'est top. Et le deuxième aspect intéressant, c'est que on va également, comme on travaille sur la durée, intégrer des épisodes de contamination. C'est-à-dire qu'on a rarement des contaminants on en a, ça existe, mais il y a une dynamique environnementale qui se crée forcément parce qu'on a des variations de débit, par exemple, d'un cours d'eau, ou qu'on a des variations d'apport. Et donc, en fait, les concentrations dissoutes sont des concentrations qui sont fluctuantes. Et l'intérêt en fait de suivre sur une longue période de temps, eh bien, c'est d'arriver et de remonter dans un cadre idéal à des concentrations moyennes sur la durée d'exposition, voilà, qui vont être quelque chose de plus représentatif d'une ambiance de contamination. Là où avec de l'échantillonnage ponctuel, on peut faire quelque chose de très précis à un instant T, mais qui du coup, pour être représentatif, nécessiterait un cahier des charges très lourd, notamment avec beaucoup de prélèvements. Voilà. Donc on est sur une approche un peu complémentaire par rapport aux approches conventionnelles que tu peux trouver dans des laboratoires de Presta. Et donc ça, c'était mon premier stage. Le but, c'était de faire de l'analyse d'échantillonneurs passifs qui avaient été immergés, je crois que c'était en Méditerranée, pour suivre des pesticides dissous dans les eaux. Et enfin, ça m'a tellement intéressé qu'en fait, enfin, elle m'a donné l'opportunité, Hélène, de refaire un stage de master 2 chez elle, où là, pour le coup, c'était le développement de ces outils-là. On n'était plus sur de l'analyse pure et dure. En fait, il y avait tout le développement de ces outils pour arriver
Enfin, il y a tout un aspect mécanistique à maîtriser, si tu veux, et à mieux rentrer dans cette mécanistique et mieux comprendre les interactions qu'il y avait entre le contaminant, l'outil en lui-même, qui est un outil qui est très complexe parce qu'il est multicouche, voilà. Et quels paramètres on pouvait toucher, notamment les membranes. Est-ce que les membranes qui sont en surface de ces outils-là, qui servent à freiner les cinétiques, on arrive à les optimiser et à faire que les concentrations qu'on a calculées soient plus fiables, etc. Voilà, il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes sur ce stage. Du coup, ça, encore une fois, hein, c'est ce qui a donné une thèse, c'est ce qui a donné lieu à une thèse avec elle. Il faut que je rappelle plusieurs choses. Donc déjà, donc ma thèse qui s'est faite avec le LPTC du laboratoire EPOC sous la direction d'Hélène Bodzinski, encadrée par Mélodie Chambol du coup de Suez. Elle a été financée en collaboration en fait entre la région. C'était un financement région, du coup, de Bordeaux, et donc région Aquitaine, et Suez, qui a été un collaborateur et qui nous a donné accès au réseau d'assainissement, puisqu'en fait, c'était très compliqué, sinon, d'avoir accès à ces réseaux-là. C'est des systèmes qui sont protégés parce que dangereux, entre autres, et critiques. Et donc, encore une fois, voilà, l'idée, c'était de caractériser la dynamique des pesticides et d'identifier leurs sources sur un système périurbain qui était composé d'un cours d'eau, d'une station d'épuration, connecté à un réseau d'assainissement qui a été caractérisé, et d'exutoires pluviaux qui se rejetaient également dans ce cours d'eau-là. Et le but, voilà, c'était vraiment arriver à faire la part des choses entre l'agriculture qui représentait l'amont, les usages domestiques, entre guillemets, donc on pouvait retrouver dans le réseau d'assainissement, et des choses qui étaient plutôt de l'ordre de l'exposition environnementale, dans un environnement urbain, j'entends, et qui pouvaient ruisseler via les exutoires pluviaux. Voilà. Et donc ça, c'était dans le cadre de cette thèse-là, du coup, qui a duré de 2013 à 2017, en utilisant du coup l'échantillonnage passif pour abaisser les limites de quantification et intégrer la contamination, qui du coup, tu l'imagines bien, est très dynamique dans ce genre de milieu et avec des dynamiques différentes selon le type de milieu. Un exutoire pluvial ne fonctionne pas toute l'année et il va fonctionner très fort pendant la période de précipitation, puis plus du tout. A contrario, on a un débit dans les stations d'épuration qui arrive à être plutôt calibré et un débit cours d'eau pour le coup qui est très évolutif aussi. Et en fait, on se rend compte qu'on a un lien entre la source et l'usage. Tu as des pesticides agricoles que tu vas retrouver très clairement en amont parce qu'on avait un amont agricole. A contrario, tu as des biocides qui sont utilisés en façade qu'on va retrouver principalement dans les exutoires pluviaux. Et tu as des insecticides à usage vétérinaire, par exemple, que tu vas retrouver dans le réseau d'assainissement parce que tu as un lien entre le traitement de l'animal, son transfert au contact de l'homme et le passage dans le réseau d'assainissement. Voilà. Là, on est quasiment fin 2018, début 2019 quand tu finis ta En thèse. 2017, fin 2017, j'ai soutenu. Après ça, moi en fait j'ai enchaîné les postdocs, puisqu'en fait j'ai pu finaliser une partie du projet en lien avec ma thèse pendant 6 mois, donc dans le même laboratoire au LPTC, donc le laboratoire époque. Moi j'étais dans la partie, dans l'équipe LPTC qui est du tout ce qui est contamination organique en fait, sachant que t'as plusieurs équipes de recherche qui travaillent sur des thématiques différentes. Moi j'étais sur la partie eau, j'ai une partie Atmo avec Eric Villeneuve. Il y a plein de choses. Et du coup, en sortie de ça, j'ai réussi à rentrer à l'Université de Lorraine, dans l'équipe de Damien Banas, à l'URAFPA. Enfin, on avait un financement qui venait de l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Et en fait, l'objectif ici, c'était toujours d'utiliser de l'échantillonnage passif, de la chimie analytique, donc toujours chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem, pour cette fois-ci caractériser des dynamiques de pesticides, mais dans des étangs piscicoles en fait. Il faut savoir que, pour te faire un truc rapide sur la thématique, en gros, la Lorraine, elle est très connue pour ses étangs piscicoles. Voilà, ils cultivent. En tout cas, ils élèvent des carpes entre autres. Ils élèvent plein de poissons en fait. Et la problématique des étangs, elle est double. Tu as une rupture de continuum, ce qui au niveau européen n'est pas une bonne chose en fait, puisqu'en fait tu viens rompre des continuités écologiques et ça c'est pas une très bonne chose. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est l'équipe de Damien qui a mis ça en évidence, c'est que ok, on a une rupture de continuum. Par contre, sur tout ce qui est apport de pesticides, ils semblent jouer un rôle de rétention, les étangs. Ce qui veut dire que ta contamination aval est moins importante que ta contamination amont. Et tout l'enjeu était de venir vérifier, enfin, infirmer ou non cette hypothèse-là. Et voilà, donc ça c'était ma thématique de travail qui a duré 3 ans, pour de laquelle j'ai eu l'occasion, du coup ça a duré jusqu'à 2021. Et du coup, dernier postdoc entre 2021 et 2024 à l'Institut des sciences analytiques dans l'équipe TRACE à Lyon, sous la direction d'Emmanuel Vuillet, qui du coup est une collaboration entre l'ISA, l'ANSES, le LHN à Nancy et le CIRC de Suez à Paris. Enfin, on avait un financement qui venait de l'OFB,
et qui vise en fait à caractériser, dans le cadre de ce projet PESPOT, de nouvelles molécules ultrapolaires, pesticides, de type pesticide, qui vont être présentes dans les réseaux de potabilisation. Pourquoi nouvelles? Tout simplement parce qu'on va s'intéresser à la partie la plus polaire des molécules, c'est-à-dire qu'on a un indice qui s'appelle le log de KOW, qui est l'indice de partage entre l'octanol et l'eau. En général, sur des méthodes conventionnelles, on caractérise des molécules qui vont avoir un log de KOW de l'ordre de 1 à 3 par des séparations C18 couplées à la spectrométrie de masse en tandem. Et bien nous, dans notre cadre, en fait, on va utiliser d'approche ILIC, donc une séparation des molécules beaucoup plus polaire, puisqu'on a des molécules qui ont un log de KOW qui est de l'ordre de -5, donc on est vraiment sur une polarité qui est très très forte. Donc une très grande mobilité, sachant que ça peut être des molécules qui vont quand même être persistantes, et donc qui peuvent, dans certains cas, être réfractaires au traitement. Donc l'idée, c'était de faire un bilan, puisqu'en fait, on ne connaît pas la nature de ces molécules, on ne connaît pas ces molécules-là. Donc on a essayé de les mettre en évidence via des approches de spectrométrie de masse haute résolution, des screenings sans a priori, donc du non ciblé, qui nous permet d'acquérir des signaux, des centaines de signaux par échantillon, et d'aller identifier la molécule qui va se cacher derrière chacun des signaux qu'on va acquérir en spectro de masse haute résolution. Voilà, donc un travail de longue haleine. Je sais pas si c'est vraiment flou tout ce que je te lance. Non, si, même pour quelqu'un qui n'est pas de la formation excès, bon, après, Ouais, en tant que deux, on a quand même des choses, on ouais, comprend un petit peu, mais ouais, c'est super intéressant. Et notamment, moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand tu nous as parlé, donc, du postdoc en Lorraine. ouais. Là, on avait vraiment une sorte de confluent entre les notions d'écotoxicologie Mm, et les enjeux de biodiversité. tout à fait. Donc, avec la préservation du continuum, on sait aussi la réglementation des CE, etc. Oui, Mais l'intérêt écotoxicologie de cette capacité d'auto-épuration, en quelque sorte, de ces étangs. Et là, tout. c'est hyper intéressant. Il y a des enjeux et sûrement derrière peut-être des conflits d'intérêts qui peuvent être hyper intéressants à développer, en fait. Ben, toute la problématique était là. On se rend compte que oui, c'est un frein au continuum écologique, c'est une rupture de ce continuum-là, mais que d'un autre côté, on a un enjeu fort puisque sur les têtes de bassin versant en zone agricole, les charges contaminantes en pesticides, elles sont colossales. On n'est pas sur des... Alors on peut, hein, du nanogramme par litre, on peut, mais on peut être aussi sur des pics de contamination qui peuvent être bien plus hauts que ça, tout simplement parce que bah, tu peux avoir, au cours des précipitations, un pic de contamination qui apparaît juste par effet de lessivage en fait des sols qui ont été traités. Enfin, c'est ta plante qui est traitée, mais tu as forcément des pertes. Tu n'atteins jamais forcément ta cible sur l'entièreté de la molécule que tu disperses. Et donc, tu en as une partie qui passe dans l'environnement. Et le but n'était pas de prendre parti. Le but était de donner des renseignements sur les fonctionnements des étangs. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pas fait que de l'échantillonnage passif dans le cadre de ce postdoc aussi. On est venu adresser la contamination, donc il a fallu développer des méthodes pour ça, mais dans les poissons, dans les macro-invertébrés qui étaient présents sur les étangs qu'on ciblait pour essayer de voir justement s'il y avait transfert entre bah, l'eau qui est contaminée, les sédiments ou les particules qui sont contaminées et les organismes vivants. Puisqu'en fait, encore une fois, c'est des étangs piscicoles. On élève des poissons à l'intérieur, à destination de la consommation humaine, entre autres. Donc, il y a toute une problématique environnementale et sanitaire, enfin deux problématiques du coup, une environnementale et une sanitaire, qui sont interconnectées là-dessus. Et le but, c'était voilà, de donner des éléments de fonctionnement. Et après, bah oui, c'est sujet à, entre guillemets, à débat sur quoi faire de ça. Mais pour l'instant, le but, c'était juste de montrer que ces structures-là présentent un intérêt dans le cadre de la lutte contre les contaminations diffuses dans l'environnement, quoi. Quand tu parles de macrophyte, est-ce que vous utilisez les indices I2M2 ou IBGN, caractériser les communautés de macrophytes et voir s'il y a un impact sur l'environnement, des bioindicateurs ou pas? C'est pas vraiment ton domaine, c'était peut-être. Là, c'était pas mon domaine. Là, tu sors Ouais. clairement de mon champ de compétences. Je t'avoue que ça, c'est des choses que j'ai touché du doigt, mais j'ai laissé tomber. On s'était posé la question à un moment donné de faire des référencements justement un peu plus exhaustifs. Alors, on a essayé, hein, on est remonté. Je pourrais pas te dire jusqu'où on est remonté, mais sur les macro-invertébrés, on a fait des identifications, mais on n'est pas remonté plus loin que ça. Et on s'était posé la question de faire ça sur les végétaux en fait qui étaient présents dans les lacs. On n'est jamais allé sur ce niveau-là parce que tout simplement, par rapport au temps qui nous est imparti et aux contraintes développement de méthodes, etc on n'a pas pu adresser ces questions-là, malheureusement. Donc là, on a un angle mort certain, puisqu'en fait, on ne sait pas quel est le processus qui rentre en jeu pour la diminution des concentrations. Est-ce qu'on est plutôt sur de la dissipation? Est-ce qu'on est sur du captage? Est-ce qu'on est sur de la dégradation? Voilà, il y a plein d'options qui doivent être investiguées de façon très précise. On n'en était pas encore là à l'époque. Voilà. Et c'est un projet que tu suis encore ou c'est vraiment une fois que tu as fini ton postdoc, toi tu passes à la suite?
Alors moi je suis passé à la suite. Après, il faut que je reprenne contact avec l'équipe de recherche. On s'est revus il y a pas longtemps. Ils sont venus au laboratoire du coup à Lyon pour échanger sur des méthodes. Mais depuis, c'est vrai que j'ai un peu perdu le fil de ce qu'ils font. Pour pas te cacher, je sais que c'est toujours sur ces thématiques-là. Il y a un nouveau doctorant qui a été pris et qui continue à faire des investigations sur les dynamiques pesticides. Très intéressant. Et en lien avec la faune locale. Donc, il y a toujours le projet, enfin, le projet en tant que tel s'est arrêté, mais il y a toujours des projets qui prennent le relais pour pousser les questions de recherche plus loin. Dans le domaine public, en général, c'est ça. Il y a une thématique de recherche et tu viens construire tes recherches autour de ça en essayant de décrocher des financements par le biais d'appels à projets. Voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet PESPOT où voilà, on a monté donc le projet sur les eaux potables qu'on a monté ensemble avec Emmanuel Vullier. Moi, j'avais les compétences en échantillonnage passif, ils les avaient aussi, mais ils n'avaient pas forcément de candidats derrière pour, comment dire. Enfin, en gros, si tu veux, ils avaient un intérêt. Avec Emmanuel Villiers, du coup, ils avaient un intérêt pour la thématique. Et il a fallu monter ce projet-là qui couvrait le domaine de l'eau potable, qui est un domaine qui les intéressait, mais où, voilà, on a mis en commun les contacts, on a mis en commun les thématiques de recherche et on a pu faire naître ce truc-là. D'ailleurs, il y aura une restitution, je pense, en 2025. Et là, du coup, bah, nouveau projet qui démarre depuis septembre. Projet qui s'appelle Interface 2, du coup, qui est cofinancé par le LENA, donc, et l'INSA, qui sont des labos, et la Régie des eaux publiques du Grand Lyon. En fait, c'est un projet de recherche qui vise à étudier l'impact de zones d'infiltration d'eau de surface sur la nappe phréatique du Rhône. En gros, il faut savoir que l'alimentation je crois, c'est 80% sur l'agglomération lyonnaise, elle se fait par la potabilisation d'eau souterraine, mais dans une nappe qui est une nappe de surface. Donc, en fait, elle est fortement alimentée par les eaux de surface, notamment le Rhône. Et ce qui se passe, c'est que on a un système d'infiltration qui est en place sur ce système-là pour deux raisons. Bon, la première, c'est avec le réchauffement climatique, on a un abaissement des niveaux de nappe. C'est un problème quand c'est ton système de potabilisation et d'alimentation en eau. Donc en fait, il peut y avoir une forme de rechargement de la nappe en infiltrant des eaux de surface directement dans les eaux souterraines. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, il peut avoir des contaminations ponctuelles majeures sur le Rhône. Quand ces contaminations-là, elles sont détectées en amont, en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient surcharger, on vient remplir des bassins d'infiltration, vraiment. Et en fait, on vient infiltrer les eaux de surface propres, du coup, dans la nappe, ce qui fait on change le sens des écoulements. Donc au lieu d'avoir ton eau de surface qui alimente ta nappe est tellement pleine que c'est ta nappe qui se vide dans le Rhône. Donc en fait, tu protèges la nappe phréatique des contaminations éventuelles. C'est un peu grossier ce que je t'explique, mais dans l'idée, c'est ça. Puisqu'en fait, le but de ce projet-là, au final, c'est d'étudier pour certains pesticides, médicaments, des traceurs de plastique, voire même des microplastiques. Bon, ça, c'est pas moi, c'est un collègue qui s'en occupe. De venir étudier en fait ces molécules-là pour comprendre leur dynamique dans ce système et voir si on met en péril ou pas la nappe en faisant des approvisionnements d'eau de surface. Voilà. Puisqu'en fait, contexte de réchauffement, enfin de dérèglement climatique, on a des niveaux qui sont de plus en plus bas, ça c'est réel. On n'a pas pour autant une diminution des apports, c'est même généralement l'inverse parce qu'on a une anthropisation qui est de plus en plus importante. Alors ça dépend des molécules, mais typiquement tu prends les médicaments, on est plus nombreux, on se soigne plus. Nos moyens de traitement n'évoluent pas concernant les eaux usées. Bon, bref, de facto, on augmente la charge. Donc, sauf que si tu augmentes la charge, tu abaisses les volumes d'eau, entre guillemets, propres disponibles, et bien du coup, ton effet dilution, il se réduit de plus en plus. Donc, tu as Oui, une bien charge de évidemment. contaminant qui augmente. Donc, ce contexte de dérèglement climatique, il n'est pas anodin et vis-à-vis de la ressource en eau, vraiment, il peut être préoccupant dans certains contextes. Donc après, en France, on est quand même sur des systèmes qui sont bien préservés, on a des bons systèmes de traitement, on a une eau qui est de très bonne qualité, même comparée à nos voisins européens directs. Donc c'est une très bonne chose, mais voilà, faut avoir des points de vigilance sur ces choses-là. Et la compréhension des systèmes en amont des traitements, elle est toujours super importante parce que ça permet de prendre des décisions. Et ça permet de se dire, OK, ben, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut augmenter le traitement? Est-ce qu'on n'a pas des mécanismes de réduction à la source qui peuvent exister, etc. Donc, c'est plein de problématiques sous-jacentes qu'on peut adresser parce qu'on comprend nos systèmes. Et tout l'enjeu, ben, voilà, de ce projet, c'est de comprendre la dynamique de ces molécules-là dans un système d'infiltration haute surface vers eau souterraine. Et voilà. Le but, c'est préserver notre système de potabilisation et en comprendre un peu mieux le fonctionnement, entre guillemets. Parce que c'est une thématique qui est actuellement quand même récurrente. Tout à fait. Bah, dans le cadre du Rhône, c'est un cours d'eau où il y a eu des contaminations ponctuelles historiques, on le sait. Donc c'est un problème. Et on peut pas non plus s'affranchir comment t'appelles ça? Du dérèglement climatique et du fait que les niveaux des nappes alluviales est de plus en plus bas chaque année et que du coup, bah, quand c'est connecté à un système de potabilisation, on sait que
il faut entretenir ces systèmes-là et il faut les préserver le plus possible. Or, qui dit moins d'eau, enfin par effet levier, par effet balance en tout cas, tu peux te retrouver avec des concentrations dissoutes de contaminants qui peuvent être plus importantes, non pas parce que la source est plus importante, mais tout simplement parce que, entre guillemets, l'effet dilution, lui, est beaucoup moins important parce qu'il y a beaucoup moins d'eau. Donc tu te retrouves avec, entre guillemets, un phénomène de charge contaminante qui peut augmenter, un phénomène d'eau qui est moins présente, et donc tu mets en danger un système de potabilisation, alors que c'est quelque chose qui est, on va dire, critique au Sanitaire. niveau sanitaire. Voilà. Donc après, on a la chance, nous, voilà, d'être sur des systèmes qui sont des systèmes qu'on préserve, sur lesquels on fait très attention. On a quand même un bon niveau de traitement des eaux potables en France par rapport à ce qui peut se faire dans le monde. Enfin, je veux dire, vraiment, on n'est pas, on est loin d'être des mauvais élèves à ce niveau-là. Au contraire, on a quand même des garde-fous qui sont présents à plein d'égards, donc c'est une très bonne chose. Mais voilà, c'est des systèmes sur lesquels il faut être vigilant et il faut les préserver le plus possible. Il faut en comprendre le mieux possible les fonctionnements, puisque ça nous permet, par le fait, de toujours pousser plus loin l'amélioration de ces systèmes-là. Et c'est une très bonne chose. C'est un peu mes thématiques de travail. Oui, avec ces échantillonnements passifs qui sont quand même le cœur. Tout à fait. Bah, enfin, je veux dire, il faut vraiment se replacer dans le fait qu'on est sur des systèmes où la contamination, elle est de l'ordre du nanogramme par litre. Le nanogramme par litre, c'est quelques grains de sucre, on va dire, dans une piscine olympique. Donc, c'est très bas. Et ça, on arrive à le quantifier. Et pour certaines molécules, c'est déjà quelque chose qui est problématique au niveau environnemental. Il y a des PNEC, des concentrations prédites sans effet, qui sont inférieures au nanogramme par litre. Ça existe. Donc, c'est pas la majorité des molécules peut-être, mais en tout cas, ça existe. Et donc, en vertu de ça, on est obligé, nous, quand on fait des études environnementales, bien d'avoir des limites de quantification qui soient relativement basses, ou en tout cas le plus bas possible par rapport à sa valeur seuil de toxicité. Puisqu'en fait, il faut qu'on puisse avoir un visuel sur la dynamique des contaminants avec des concentrations qui vont être en dessous de ces PNEC, au minimum, le plus possible, puisque ça nous permet d'avoir une meilleure vision de la dynamique. Si on se place sur des limites qui sont équivalentes au seuil de toxicité, on va rien voir et on va pas pouvoir avoir de recul sur la dangerosité, en fait, ou même la dynamique de cette molécule dans le cours d'eau. Dangerosité, je suis pas là-dessus, c'est pas mes thématiques de travail. Moi, c'est vraiment la dynamique qui m'intéresse et voilà. La toxicité, l'impact, ça va être d'autres équipes de recherche qui s'en chargent. Moi, je suis pas trop connecté à ces problématiques-là à l'heure actuelle. Voilà. Mais non, c'est des thématiques qui, dans le cadre voilà, d'un dérèglement climatique fort et d'une anthropisation de notre environnement, ont tout leur sens. Merci Vincent d'avoir partagé tes expériences avec nous et tout simplement d'avoir accepté de participer aujourd'hui à cette interview qui servira sans nul doute à beaucoup d'étudiants. Voilà, je te souhaite une excellente journée et encore merci.